Alors, est-ce qu'on serait pas chaud pour se faire un petit thread d'horreur ensemble? Les amis, comme à mon habitude, je vous ai concocté 3 histoires d'horreur qui, je suis sûr, vont vous faire frissonner. Et avant de démarrer la vidéo, je voudrais tous vous remercier, car à l'heure actuelle où je tourne cette vidéo, on est plus de 4000 abonnés sur la chaîne, et ça fait extrêmement plaisir. Donc merci à tous ceux qui sont abonnés à la chaîne. Vous êtes d'un soutien incroyable, et même si vous n'êtes pas abonné, mais vous prenez plaisir devant mes vidéos, eh bien c'est déjà super. Et tiens, j'ai une bonne question qui me traverse l'esprit. Depuis quand vous êtes abonné sur ma chaîne? Alors libre à vous de me le dire en commentaire, moi je réponds à voix haute, comme c'est ma chaîne, je suis abonné depuis le début. Bon, bref, trêve de banalité, on démarre tout de suite avec notre première histoire. Et dans cette histoire, on va suivre la mésaventure d'Elena. Elena, elle est d'origine polonaise, elle précise que ça n'a aucun intérêt avec son histoire, mais qu'elle est assez fière de ses origines. Donc Elena, elle a 18 ans au moment des faits, et elle vient d'avoir son bac. Alors bravo à toi, Elena. Et Elena, durant les vacances scolaires, avant de reprendre un BTS dans le domaine bancaire, elle va en profiter pour se reposer, mais aussi pour passer son BAFA. Et pour ceux qui ne connaissent pas ce que c'est le BAFA, c'est une sorte de diplôme, c'est un diplôme pour travailler dans les centres avec les enfants. Car oui, Elena explique qu'elle a été engagée à partir du mois d'août dans une entreprise qui propose à chaque vacances scolaires des colonies de vacances à travers toute la France. Elena est donc contente car durant chaque période scolaire, elle va pouvoir travailler pour se faire un peu d'argent. Et ce qu'elle aime bien aussi, c'est qu'elle va gagner de l'argent tout en voyageant à travers la France dans des endroits insolites. Et coup de bol pour Elena, la première colonie qu'elle va faire, ça va se dérouler en Corse. Pas mal comme premier voyage. Elena a fait plusieurs réunions de préparation, elle s'entend super bien avec l'équipe qui va encadrer les enfants pendant le séjour. Et le 10 août, elle se présente à l'aéroport de Paris-Orly pour s'envoler à destination de Bastia, en Corse. Alors au fait, je précise, ça s'est passé en 2021 au cas où je ne l'ai pas dit. Bref, Elena, ses collègues et les 28 enfants débarquent alors dans un camping. Les premiers jours se passent super bien et Elena est chargée tous les matins de préparer le petit déjeuner pour tous les enfants. C'est donc tout naturellement que chaque matin, Elena se rend dans la supérette du camping pour récupérer du pain frais, des brioches et du jus d'orange. Et au bout de quelques jours, Elena se rend compte que chaque matin, lorsqu'elle se rend dans la supérette du camping, un homme est toujours présent. Et Elena décrit cet homme comme quelqu'un d'imposant, plutôt grand et barbu. Et je sais pas vous, mais moi ça me fait penser que quand je partais en vacances en camping avec mes parents, eh bien on tombait toujours sur les mêmes personnes dans les supérettes. Comme si on avait tous un peu nos habitudes et qu'on allait à chaque fois à la même heure et qu'on se croisait tout le temps en même temps. Alors je vais me sentir seul si vous dites que ça vous est jamais arrivé. Mais bon, c'est le jeu. Bref, elle remarque que ça, mais il y a rien. Elena dit elle-même qu'il s'est rien passé de grave jusque-là. Et en effet, le 4e jour, où Elena va chercher le petit déjeuner à la supérette, l'homme barbu l'interpelle et lui pose beaucoup de questions, Elena, sur ce qu'elle fait dans la vie, sur son travail, etc. etc. Alors au départ, c'est vrai, les questions de cet homme vont porter uniquement sur le travail que fait Elena en tant qu'animatrice. Des questions qui vont porter également sur ses conditions de travail, mais également sur ses jours de repos. Et pendant 7 jours, cet homme va chaque matin arrêter Elena pour lui poser des questions et sympathiser avec. Alors ça pose problème à Elena, qui n'est plus trop à l'aise, donc elle décide d'aller parfois un peu plus tôt et parfois un peu plus tard à la supérette, mais rien n'y fait, il est toujours là. Tout ça rend du coup Elena mal à l'aise, mais tout se passe à chaque fois en pleine journée, dans une supérette, donc il y a toujours quelqu'un, que ce soit le propriétaire ou d'autres clients, et ça rassure tout de même Elena qui décide encore une fois de ne pas en faire tout un fromage. Car oui, après plus d'une dizaine de jours, l'homme va passer un stade en termes de creepy ou de malaise, comme vous voulez. En fait, chaque matin, cet homme va regarder Elena de haut en bas et la complimenter maintenant sur son physique. Et tous les jours. Donc là, ça devient un peu relou pour Elena qui va expressément demander à un de ses collègues d'inverser leur rôle. Comme ça, elle aura pu aller à la supérette le matin et croiser cet homme. Et ça va être accepté par son collègue. Et on pourrait penser que tout va bien se passer pour Elena, qu'elle va finir sa colonie tranquillement. Mais en fait, pas du tout. Parce qu'en fait, on est mercredi, au moment des faits qui vont se passer. C'est la 3e et dernière semaine de la colonie, Elena est en repos. Elle va donc profiter pour faire la grasse mat avant d'aller à la réception du camping et demander des informations sur les coins à visiter dans l'arrière-pays. Et pour avoir déjà été en Corse, c'est juste magnifique, donc je comprends ce qu'elle veut faire. Elena va donc emprunter la voiture de la société qui l'a embauchée et qui la met à disposition des salariés pour pouvoir profiter pleinement de leur jour de repos. Et elle va tranquillement rouler jusqu'à un chemin de randonnée où elle va pouvoir garer sa voiture et continuer à pied. Et voilà que justement, Elena arrive au chemin de randonnée. Elle gare la voiture, prend son sac, sa bouteille d'eau, sa carte et commence à marcher et à prendre du plaisir. Sauf qu'au bout de 400 mètres seulement, Elena va apercevoir, non loin d'elle, un homme. Et vous l'aurez deviné, cet homme, c'est celui de la supérette. Il est là, à une trentaine de mètres d'Elena, et marche en sa direction. Elena a presque la boule au ventre à l'idée de croiser cet homme sur le chemin de randonnée. Elle va donc alors avoir une idée de génie. Elle s'improvise actrice et va faire semblant qu'elle a oublié quelque chose pour prétexter le fait qu'elle fasse demi-tour et retourne en direction de sa voiture afin de trouver un autre chantier, un autre chemin pour faire sa randonnée tranquillement.
Elena fait donc vite demi-tour et sur le chemin du retour, elle presse un peu le pas en se disant qu'il faut à tout prix qu'elle s'éloigne le plus de lui. D'autant plus qu'il n'y a absolument personne sur ce chemin de randonnée. C'est pas comme si on était à la supérette. Il n'y a personne qui pourrait la protéger, que ce soit un client, le propriétaire. Et il faut pas oublier les intentions de cet homme qu'on ne connaît pas, mais qui a quand même fait énormément d'allusions sur son physique durant plusieurs semaines. En arrivant donc à la voiture, Elena ne prend pas le temps de mettre en route le GPS et démarre la voiture directement. Elle fait demi-tour et commence à rouler. Et là, Elena comprend que la situation devient extrêmement compliquée pour elle puisqu'elle voit dans son rétroviseur une voiture avec aux commandes l'homme qui la suit. Mais malheureusement, dans la panique et ne connaissant pas les environs, Elena se trompe de chemin à plusieurs reprises et se perd. Elle finit donc dans un cul-de-sac et sans avoir le temps de faire demi-tour, elle voit la voiture de cet homme débarquer à toute vitesse et se coller sur le côté conducteur de la voiture. Elena explique qu'à ce moment-là, elle est en grosse crise de panique. Non seulement elle ne peut pas sortir de sa voiture pour s'enfuir, mais en plus, elle ne peut pas faire demi-tour. Elle a quand même un bon réflexe, puisque directement elle va verrouiller ses portes de voiture, elle va saisir son téléphone et va appeler ses collègues. Mais malheureusement pour elle, ses collègues travaillent donc personne ne répond. Certainement du coup trop occupé par les enfants dans la colonie. Et c'est à ce moment-là que tout s'accélère, puisque l'homme descend de sa voiture et arrive du côté passager de la voiture d'Elena. Elena décrit l'expression du visage de cet homme comme démoniaque. Il a l'air totalement presque possédé pour elle. L'homme se rapproche de la vitre, enlève sa ceinture et frappe de toutes ses forces sur la vitre de la voiture, qui va bien entendu la casser, mais pas assez pour permettre à l'homme de rentrer. Alors vous savez, quand on brise une fenêtre de voiture, ça se casse plus en plein de petits morceaux. C'est pour assurer la sécurité, en fait ça fait une sorte de gros bloc avec plein de petits carrés qui s'effritent, on va dire. Elena, dans la panique, hurle de toutes ses forces et c'est probablement ce qui la sauvera d'une agression certaine. Et en effet, la fenêtre, en étant en très mauvais état, laisse passer l'hurlement d'Elena. Et après plusieurs secondes à tenter de bloquer la fenêtre avec ses pieds, Elena est surprise par de violents bruits provenant du dehors de la route. Elle regarde par la fenêtre, car oui, jusque-là elle était plutôt recroquevillée sur son siège, en tenant avec ses pieds la fenêtre. Elle voit 3 hommes passer à tabac l'homme barbu qui tapait sur la voiture. Alors coup de chance pour Elena, car le fait d'hurler dans le cul-de-sac a tout de même averti 3 Corses qui passaient par là et qui se sont empressés de lui venir en aide. Et la fin de l'histoire est encore plus flippante, car la police va être avertie et va se rendre dans le cul-de-sac là où se trouve Elena et ses 3 anges gardiens. Ils vont procéder à l'arrestation de cet homme et il ne faudra que quelques heures pour qu'Elena apprenne qui est vraiment cet homme. Et là, accrochez-vous, parce qu'en fait, cet homme barbu, c'était une personne qui était très recherchée à ce moment-là par la police en Corse pour agression sexuelle sur plus de 8 femmes. Alors, inutile de s'imaginer ce qui se serait passé dans le cul-de-sac si les 3 hommes n'étaient pas intervenus à temps. Bon, débrief de cette histoire plus que malaisante. J'imagine pas la détresse dans laquelle doit être Elena suite à ce choc. En tout cas, moi j'ai vraiment une interrogation quant à ces histoires. À part les membres de son équipe, qui je suis sûr n'ont rien à voir là-dedans, seul l'accueil du camping était au courant qu'elle allait à ce chemin précis. Et ça pour moi c'est assez bizarre et j'aurais même plutôt tendance à dire qu'ils sont complices avec cet homme barbu. Qu'est-ce que vous en pensez vous de votre côté ? Alors petit aparté, si tu veux encourager gratuitement la chaîne, le meilleur cadeau que tu puisses me faire, c'est de mettre ton plus gros like sur cette vidéo. Je dis ça, je dis rien. En attendant, je te laisse reprendre la vidéo. On passe maintenant du coup à la seconde histoire. Et préparez-vous qu'on va partir en forêt avec 3 amis. Et nos 3 amis s'appellent Adrien, Antoine et Clément. Et pour vous les décrire, voici à quoi ils ressemblent. Adrien et Clément sont tous les deux assez grands. Et Adrien a les cheveux bruns et bouclés, alors que Clément a des cheveux blonds assez courts. Et quant à Antoine, c'est un homme assez imposant avec des lunettes. Bref, c'est une petite bande de potes qui s'entendent super bien et qui vont partir un week-end ensemble. C'est quelque chose qu'ils ont l'habitude de faire car 2 fois par an, nos 3 amis se rassemblent pour passer du temps ensemble comme à la belle époque. Car oui, je vous ai pas dit, mais nos 3 amis se connaissent depuis le collège. Et entre-temps, chacun a fait sa vie, ils ont continué à rester en contact, mais comme beaucoup le savent, quand on grandit, on construit petit à petit chacun sa vie de famille et on est de moins en moins dispo pour les amis. Donc très bonne idée pour Adrien, Antoine et Clément que de faire des sorties comme ça, 2 fois par an pour toujours rester proches. Et ça me fait penser à un de mes plus vieux amis Julien que j'ai rencontré au collège et avec qui on se voit désormais avec nos enfants pour qu'ils jouent ensemble. Et si tu sais pas Julien, sache que t'es mon pote, je t'aime. Bref, nos 3 amis ont donc décidé de faire cette fois-ci un week-end à la pêche avec au programme un petit barbecue, des bières, du saucisson et un peu de musique pour se relaxer. Alors Adrien qui nous raconte l'histoire explique qu'il a proposé à Antoine et Clément de camper dans un endroit plutôt sympa le samedi soir pour pouvoir pêcher de bon matin le dimanche. Adrien a trouvé un sentier très intéressant à 2 heures de route de chez eux et une fois arrivé là-bas, Adrien explique qu'ils doivent marcher 2 bonnes heures avant de rejoindre le bord de l'étang là où ils pêcheront le dimanche. Et tout est beau pour eux. Le sentier par lequel ils passent en forêt et l'environnement autour de l'étang est juste grandiose. Et Adrien nous dit que c'est top pour eux car il n'y a personne. Ils ont donc des milliers de mètres carrés, rien que pour eux, et ça leur fait du bien de déconnecter en pleine nature
ensemble. Mais vous vous imaginez que tout ne va pas se passer comme prévu, sinon je serais pas là à vous raconter leur histoire. Le samedi soir, nos 3 amis mangent ensemble, discutent ensemble, rigolent ensemble, bref, tout se passe au top. Vient le moment d'aller se coucher et Antoine, Adrien et Clément rentrent dans leur grande tente et vont chacun dans leur duvet. Et petite précision, ils ont installé la tente face à l'étang et la forêt est à quelques dizaines de mètres derrière eux. Et vous allez voir que c'est important pour la suite. Nos 3 amis donc commencent à s'endormir quand tout à coup, Clément est dérangé par des bruits de branches provenant de la forêt. Clément réveille ses potes et leur demande s'ils ont entendu les bruits de branches. Et peut-être à cause de l'alcool bu durant l'apéro, Adrien et Antoine y rigolent face aux propos de Clément. Ils disent que comme d'habitude, Clément, étant assez joueur, a voulu leur faire peur mais que cette fois-ci ça ne marchera pas. Les 2 amis rigolent tellement que Clément est persuadé d'entendre à nouveau des bruits de branches, mais il ne peut pas en être sûr car Adrien et Antoine font trop de bruit. Nos 3 amis vont tout de même se rendormir car il ne se passera plus rien durant les prochaines minutes. Enfin, j'ai dit quelques minutes parce que le pire arrive. Ce qui va se produire ensuite va réveiller nos 3 amis d'un seul coup. En effet, alors qu'ils étaient en train de trouver le sommeil, Adrien, Antoine et Clément sont réveillés par une étrange musique type film d'horreur. Alors le son n'est pas fort car il provient de nouveau de la forêt qui est assez loin, à plusieurs dizaines de mètres, mais ça suffit amplement à faire flipper nos 3 amis. Alors imaginez-vous tranquillement en train de somnoler dans votre tente quand vous entendez une musique instrumentale en mode film d'horreur. Et tout ça alors qu'il n'y a personne qui est censé être autour de vous. Et nos 3 amis sont terrifiés, mais décident de sortir de la tente plutôt que de rester enfermés, voire pris au piège dans la tente. Parce que pour moi, oui, une tente, c'est quand même l'endroit où tout le monde peut savoir que tu es dedans, mais que toi, tu vois rien du tout à l'extérieur. En gros, c'est l'endroit le moins safe du monde, j'ai l'impression. Et à peine sortis de la tente, nos 3 amis remarquent qu'il n'y a plus aucun bruit aux alentours. Il fait très sombre, ils sont à peine éclairés par la lumière de la lune, donc c'est aussi très difficile pour nos 3 amis de voir si quelqu'un se trouve à l'entrée de la forêt. Et heureusement pour Adrien, Clément, Antoine, d'ailleurs, qui savent que le danger vient de la forêt et non de tout autour de l'étang, car ils précisent que si quelqu'un était caché autour de l'étang, il l'aurait probablement aperçu. Bref, nos 3 amis crient pour savoir s'il y a quelqu'un, mais bien entendu aucune réponse. Et c'est alors qu'ils vont faire face à 2 choix face à cette situation oppressante. Soit ils plient bagage tout de suite et repartent en direction de la voiture, qui est à environ 2 heures à pied comme j'ai dit tout à l'heure. Le problème avec ce choix, c'est qu'avec l'obscurité, le danger peut venir de partout. Et ils ne savent pas combien de personnes sont dans la forêt à les observer. Et en plus de ça, ils n'ont aucune idée s'ils sont juste là pour faire une mauvaise blague à nos 3 amis ou s'ils ont clairement des idées malveillantes. Donc c'est naturellement que nos 3 amis vont opter pour la seconde option, qui est de rester dormir là. Ils ont quand même prévu que chacun monterait la garde durant la nuit jusqu'à ce qu'il fasse assez clair pour partir un peu plus en sécurité. Et vers 6 h du matin, Adrien est en train de monter la garde, le soleil se lève petit à petit, et lorsqu'il décide de réveiller ses amis pour partir le plus vite possible, il entend des pleurs d'enfants dans la forêt. Mais il explique que c'est trop bizarre pour que ce soit des vrais cris d'enfants pour lui. C'est forcément une sorte d'enceinte qui renvoie à ce son. Et c'est pas tout, parce qu'en regardant la forêt, il aperçoit, avec un peu plus de lumière du coup, une silhouette qui se cache derrière un arbre. Et pour lui, il n'y a pas de doute que cette personne tente de l'appâter avec des cris, voire des pleurs d'enfants, pour qu'une fois dans la forêt, il s'en prenne à Adrien. Adrien va alors crier de toutes ses forces pour réveiller ses amis, qui vont alors aussitôt prendre leurs affaires, laisser la tente sur place et déguerpir sur le champ. Nos 2 amis voient un peu plus clair sur le sentier et ça leur permet d'avoir un assez bon visu d'une quinzaine, vingtaine de mètres au cas où une personne court vers eux. Après 2 heures de marche, une pression qui redescend petit à petit, nos 3 amis arrivent à leur voiture, montent à l'intérieur, puis s'en vont sans se retourner. Un week-end plus que traumatisant pour Adrien, Clément, Antoine, qui ne sont pas prêts d'oublier ce week-end entre amis. Alors franchement, cette histoire, il faut quand même que je vous dise quelque chose dessus, parce que pour moi, je l'ai vraiment adoré, parce que c'est typiquement ce que je redouterais le plus si je partais en forêt. De la musique creepy, des pleurs d'enfants, franchement, rien que de parler de ça, ça me donne la chair de poule. Maintenant, faisons place à la 3e et dernière histoire de cette vidéo. On va s'attarder sur l'histoire de Thomas, qui est agent de sécurité depuis 7 ans dans une grande entreprise à Bruxelles. Alors Thomas, c'est plutôt quelqu'un de posé, d'assez calme et solitaire, et donc le job qu'il exerce lui convient à merveille, puisqu'en effet, il travaille de nuit, et donc il passe beaucoup de temps seul. Et justement, un soir, Thomas commence sa nuit de travail, et c'est une nuit assez ordinaire pour Thomas, car comme chaque soir, il parcourt les allées, surveillant attentivement chaque coin et recoin de l'immense bâtiment qu'il a à sa surveillance. Sauf que ce soir-là, tout va pas se passer comme prévu, puisqu'en effet, lorsque Thomas entre dans sa salle de contrôle afin de vérifier les flux vidéo sur les écrans de surveillance, il découvre quelque chose de suspect qui attire son attention. Thomas voit apparaître sur l'écran une nouvelle caméra positionnée dans une pièce qu'il n'avait jamais remarquée auparavant. Et oui, Thomas se rend compte très rapidement que le lieu qui est
diffusée sur son écran de surveillance, c'est le vestiaire des femmes. Thomas trouve ça plutôt étonnant puisque cette pièce n'a jamais été filmée auparavant et que c'est même interdit de filmer dans les vestiaires, que ce soit pour les hommes ou pour les femmes. Et directement, il se pose tout un tas de questions. Pourquoi les vestiaires féminins sont-ils surveillés? Qui a installé une caméra là-bas? Thomas ne comprend pas du tout et note dans son cahier de suivi qu'il remontera l'info à son supérieur à la fin de la nuit. Malgré tout, Thomas se décide d'aller directement voir dans les vestiaires des femmes pour regarder s'il y a bien une caméra. Et malgré ses recherches, eh bien, il ne trouve rien d'apparent. En fait, il est face à plein de casiers, mais aucune caméra installée. Et c'est là où Thomas regrette de ne pas avoir cherché plus loin directement. Parce que pour lui, il s'attendait à tomber sur une grosse caméra bien visible, comme toutes celles installées dans l'entreprise où il bosse. Et en aucun cas, il s'attendait à voir ce qui va se passer. Thomas revient donc dans la salle de contrôle et finalement il décide d'appeler tout de suite son responsable pour signaler qu'il y a une caméra bizarre sur le centre de contrôle, mais que malheureusement il n'y a aucune installation dans les vestiaires. Et quand je dis aucune installation, c'est aucune installation encore une fois qui pourrait provenir de leur société. Et son supérieur lui dit qu'il doit prévenir le patron de la boîte, qu'il le fera demain matin puisque là évidemment il fait nuit et probablement que le patron il dort. Mais bon, ils savent quand même que filmer des vestiaires c'est absolument interdit par la loi. Donc Thomas raccroche et se dit qu'il doit à tout prix trouver cette caméra ou trouver qu'est-ce qui se passe vraiment, comprendre où est-ce qu'elle a été positionnée. Donc Thomas retourne voir les écrans de contrôle pour bien comprendre l'angle que la caméra filme dans les vestiaires des filles. Et ensuite il retourne dans les vestiaires. Au-delà du fait que c'est interdit, Thomas est surtout hyper intrigué par cette nouvelle caméra. Et c'est son obsession. Il doit à tout prix découvrir l'endroit de là où elle se trouve et découvrir qui a bien pu la placer ici. Bref, Thomas se retrouve à nouveau dans les vestiaires et là il remarque un cadre auquel il n'avait absolument pas prêté attention auparavant. Intrigué, Thomas prend une lampe torche pour éclairer le cadre sous un angle différent. Et là, presque comme par magie, il découvre un tout petit objectif de caméra parfaitement dissimulé dans le cadre. Clairement, un angle qui passe inaperçu. Ne voulant pas prendre de risque, Thomas recontacte immédiatement son supérieur pour l'informer de sa découverte. Et son supérieur, conscient de la gravité de la situation, lui ordonne de vérifier l'historique du centre de contrôle vidéo de l'entreprise et de le prévenir dès qu'il voit quelque chose d'anormal. Thomas retourne donc à nouveau dans la salle de contrôle vidéo et repasse les bandes vidéo de la caméra. Et à ce moment-là, pour Thomas, il y a un mélange de curiosité et d'anxiété, parce qu'il avoue avoir peur de ce qu'il va découvrir. À ce moment-là, Thomas se dit surtout que tout le monde est suspect. Et lui, qui s'entend hyper bien avec ses collègues, a vraiment peur de découvrir que ce soit l'un d'entre eux. Bon bref, les minutes défilent et Thomas remonte de bout en bout la vidéo jusqu'à son installation. Et là, Thomas découvre enfin qui a placé la caméra. Et il est complètement choqué de ce qu'il voit. En fait, il va reconnaître une sorte de vieil homme avec une casquette qui est face au cadre en train d'allumer probablement la caméra. Thomas a du mal à percevoir le visage de ce vieil homme à cause de la casquette et malgré le fait de prévenir son supérieur ainsi que le responsable de l'entreprise le lendemain matin, personne ne va savoir qui est vraiment ce monsieur. Cependant, il faut à ce stade de l'histoire que je vous explique une chose. On pourrait croire que c'est une personne qui travaille pour la concurrence et qui a installé une caméra dissimulée dans les vestiaires pour entendre des conversations et en savoir plus sur le mode de fonctionnement de l'entreprise. Mais Thomas nous révèle qu'au fur et à mesure qu'il remontait les bandes de la vidéo, il a pu apercevoir plusieurs fois des femmes en petite tenue en train de se changer dans les vestiaires. Et pour Thomas, et moi aussi d'ailleurs, il n'y a pas de doute, je pense que ce vieil homme s'est infiltré dans la société pour poser son cadre et avoir des vidéos très compromettantes pour ses plaisirs personnels. Alors c'est pas une certitude, mais Thomas le dit. À part ça, je vois pas ce qui pourrait l'intéresser d'autre, mis à part des conversations un peu banales entre collègues. Bref, c'est ainsi que se termine cette histoire qui est très chelou. Et si vous voulez mon avis, il y a beaucoup d'incohérences avec le fait que les images de la caméra dissimulée soient récupérées sur le centre de contrôle de la société de sécurité. Mais encore une fois, je préfère vous le dire, les histoires que je récupère sur Reddit ou Let's Not Meet, eh bien on peut pas les garantir à 100% qu'elles soient vraies. En tout cas, moi je la trouvais assez intéressante quand même cette histoire, donc je voulais la raconter. J'espère que vous avez apprécié. En tout cas, nous on va se retrouver pour une prochaine vidéo. Bisous.